Que feriez-vous si vous aviez 1 €, une vieille Renault 4 litres à l'agonie et une fille de 8 ans qui n'avait pas souri depuis 6 mois? Chloé Martin connaissait la réponse, car elle la vivait. L'habitacle de sa 4 litres était devenu leur univers tout entier. Une bulle exiguë, tachée de rouille, qui sentait l'essence, le vieux café et cette odeur particulière de vie compressée dans un espace trop restreint. À l'aube, assise au volant, les mains crispées sur la bakélite usée, elle fixait une portion de route déserte de la campagne provençale qui scintillait sous la chaleur matinale. À côté d'elle, Manon dormait, blottie contre la portière passager, son petit corps enroulé autour d'un vieil ours en peluche élimé qui avait connu des jours meilleurs. Le visage de l'enfant était paisible dans son sommeil, mais Chloé pouvait voir les rides d'inquiétude qui n'avaient rien à faire sur le front d'une fillette de 8 ans. L'enveloppe reposait sur le tableau de bord depuis 3 jours. L'écriture de Valérie, soignée et en boucle, éplait son nom à l'encre bleue. Le mot « urgent » était tamponné en rouge dans un coin, et en dessous, des lettres plus petites qui tordaient l'estomac de Chloé chaque fois que son regard s'y posait. Papa en soins intensifs. Elle ne pouvait pas l'ouvrir. Pas encore. L'ouvrir rendrait réel ce qui se trouvait à l'intérieur, et Chloé avait passé les 6 derniers mois à fuir la réalité avec la détermination de quelqu'un qui sait que s'arrêter, c'est se noyer. Ses mains tremblaient en tournant la clé. Le moteur toussa, crachota, puis finit par démarrer. L'aiguille de la jauge d'essence reposait sous le R, sur cette dernière réserve invisible que les mécaniciens connaissaient mais en laquelle ils n'avaient jamais confiance. Il lui restait peut-être 30 km. Peut-être. La boîte de vitesse patinait depuis des semaines. Un problème qu'elle aurait diagnostiqué et réparé en un après-midi, à l'époque où elle avait un pont élévateur et des outils dans un garage qui portait le nom de sa famille. À l'époque où elle avait encore quelque chose. La voiture cahota en avant et Manon s'agita sans se réveiller. Chloé regardait la route se dérouler devant elle. Le paysage provençal, infini et indifférent. Des cyprès se dressaient comme des sentinelles, leurs silhouettes sombres se découpant sur un ciel qui passait du violet au rose, puis à cette nuance de bleu particulière que la Provence s'appropriait en été. Elle avait 33 ans, mais le visage dans le rétroviseur appartenait à quelqu'un de plus âgé. Les rides autour de ses yeux murmuraient des batailles plus longues. Des jours passés sous les capots de voitures en panne, les mains noires d'une graisse qui ne partait jamais complètement. Des nuits à regarder les factures médicales s'empiler, semblant grandir plus vite qu'elle ne pouvait les payer. Le silence qui avait suivi le dernier souffle de sa mère, lourd et absolu. Le genre de silence qui change la forme du monde. Chloé avait été la fille avec de la graisse sous les ongles et des rêves plein le cœur. Elle avait grandi dans le garage de son grand-père, apprenant à lire les moteurs comme d'autres enfants apprennent à lire des livres. À 9 ans, elle savait faire une vidange. À 12, elle pouvait reconstruire un carburateur. À 15, elle pouvait diagnostiquer un problème juste en écoutant la façon dont un moteur tournait. Le garage Martin avait été son héritage et son identité. 40 ans d'histoire familiale, condensés dans un unique garage à Valence, où 3 générations avaient manié la clé à molette et bâti la confiance. La banque l'avait saisie l'hiver dernier. Elle avait signé les papiers un mardi après-midi, sa signature tremblante sur les lignes qui transféraient légalement la propriété de tout ce que son grand-père avait construit de ses propres mains, de tout ce pourquoi son père avait donné sa vie, de tout ce qu'elle n'avait pas réussi à sauver. Un par un, elle avait vendu les outils. Chaque clé, chaque douille, c'était comme mettre en gage des morceaux de son âme. La caisse à outils Facom que son grand-père avait achetée en 1960, orange vif avec des poignées chromées, était partie pour 850 €, chez un collectionneur qui ne connaissait pas son histoire. Le pont élévateur que son père avait installé en 1998, celui dont il était si fier, vendu pour 1400 € à un autre garage. Le compresseur, l'ordinateur de diagnostic, les jeux de douille, les outils spécialisés pour les voitures étrangères. Tout cela dispersé chez des inconnus qui ne sauraient jamais que les mains de son grand-père avaient usé la poignée en caoutchouc. Que son père lui avait appris la différence entre une douille métrique et une douille standard en utilisant ces mêmes pièces. Qu'elle rêvait d'enseigner la même leçon à sa propre fille un jour. Elle avait gardé une seule chose, une clé à molette, vieille et lourde, avec « Martin » gravé sur le manche par la main de son père. Il la lui avait donnée quand elle avait 9 ans, le jour où elle avait réussi à changer son premier pneu. Le cadeau de ton premier outil est sacré, ma Chloé. Prends en soin, et elle prendra soin de toi. La clé était maintenant dans la boîte à gants, enveloppée dans un chiffon d'atelier qui avait appartenu à sa mère. Elle valait peut-être 15 €. Elle valait tout.
La casse du bois apparut à l'horizon comme un mirage, près de Saint-Amand-les-Eaux. Des hectares de métal tordu et de squelettes de véhicules blanchis par le soleil qui avaient autrefois transporté des vies et des rires. Le portail en grillage gémit lorsque Chloé fit passer la 4 litres, et la poussière s'éleva derrière elles en nuages lents. Elle se gara sous un panneau de guingois qui disait « La casse du bois ». La plupart des lettres s'accrochaient désespérément. Le moteur cliqueta en refroidissant. Chloé resta assise un instant, rassemblant ce qui lui restait de courage. Sa main droite était enroulée de rubans adhésifs toilés, du sang suintant là où elle s'était coupée la veille en retirant un radiateur du nom d'amise à la casse pour 40 € en espèces. La blessure nécessitait probablement des points de suture, mais les urgences coûtaient de l'argent, et il lui restait exactement 1,63 €. Elle avait dépensé les 63 centimes pour une barre de céréales ce matin-là. Partagée avec Manon. La portière de la voiture s'ouvrit avec un cri de protestation. Manon se réveilla, clignant des yeux dans la lumière soudaine, sa petite main cherchant instinctivement celle de Chloé. Ensemble, elles sortirent dans la chaleur, qui les enveloppa comme une couverture humide. La casse automobile s'étendait dans toutes les directions. Un cimetière de machines organisées en rangées qui suggérait l'ordre mais ressemblait au chaos. Des bus scolaires aux vitres éclatées. Des berlines écrasées en cubes. Un cimetière de réfrigérateurs où des carcasses blanches s'appuyaient les unes contre les autres comme des soldats fatigués. Un mouvement attira l'œil de Chloé. Un homme émergea de derrière une pile d'enjoliveurs, s'essuyant les mains sur un chiffon qui avait peut-être été propre 20 ans plus tôt. Il était trapu et buriné, la soixantaine, avec une barbe de 3 jours blanche sur le menton et une clé dans la poche arrière de son bleu de travail, comme si elle faisait partie de sa colonne vertébrale. Son bleu portait des taches d'huile qui racontaient des histoires, et ses yeux étaient vifs malgré les rides qui les entouraient. Il jeta un coup d'œil à la 4 litres de Chloé, et son expression passa de neutre à experte. Cette boîte de vitesse va lâcher dans moins de 1000 km. La colonne vertébrale de Chloé se redressa. Je sais. C'est moi qui l'aménage. Les sourcils de l'homme se haussèrent. Mécanicienne. J'étais. Les mots avaient un goût de cendre. J'étais. J'étais beaucoup de choses. J'avais un garage, une maison, un mari, une mère, un père. Je croyais que le travail acharné et la compétence comptaient plus que la chance. Je dormais la nuit sans me réveiller en sueur froide, calculant quelle facture pouvait attendre une semaine de plus. L'homme l'étudia un long moment, son regard passant de sa main bandée à la silhouette menue de Manon, puis à la voiture qui était clairement à l'agonie. Quelque chose dans son expression s'adoucit, bien que sa voix restât bourrue. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois. C'est ma casse. Chloé Martin. Elle désigna Manon. Ma fille. Jean-Pierre hocha la tête en direction de l'enfant qui se serrait contre la jambe de Chloé. Puis il la regarda de nouveau avec une intensité qui lui donna envie de reculer. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît les moteurs. 3 mois de travail. Payé au SMIC, logement et repas inclus. Si vous faites bien le boulot, il y a un camping-car au fond qui sera à vous à la fin. Le monde bascula légèrement. La vision de Chloé se rétrécit. Les sons s'éloignèrent puis revinrent en force, trop fort. Une offre. Un vrai travail. Un endroit où rester. L'impossibilité de la chose la rendit immédiatement méfiante. C'est quoi le piège? Le visage buriné de Jean-Pierre se plissa en quelque chose qui aurait pu être un sourire. Pas de piège, juste une règle. Tout ce que vous trouverez dans ce camping-car appartient à l'histoire, pas à vous. Chloé cligna des yeux. Quelle histoire? Celle que vous êtes sur le point de raconter. Avant que Chloé ne puisse comprendre cette déclaration énigmatique, le bruit d'un moteur traversa l'air du Luberon, un bruit cher, doux, sans rapport avec le gémissement mourant de sa 4 litres. Une Mercedes noire s'approcha du portail, soulevant la poussière dans son sillage, mais sans jamais vraiment toucher sa surface polie. La portière s'ouvrit et un homme en sortit, la cinquantaine, portant un costume qui coûtait plus que ce que Chloé avait gagné en 6 mois au garage. Sa montre capta la lumière du soleil. De l'or véritable, le genre de richesse décontractée qui s'annonce à voix basse. Tout le corps de Jean-Pierre se tendit. Le changement était subtil, mais Chloé le perçut. Des années à lire le langage corporel de clients difficiles l'avaient rendu sensible à ce genre de changement. L'homme en costume s'approcha avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non sérieusement. Dubois, je triple mon offre.
850 000 € pour ce terrain. Cash, aujourd'hui. La voix de Jean-Pierre devint plate. Toujours non. Le regard de l'homme balaya la casse avec un dédain visible, puis se posa sur Chloé et Manon. Son expression se mua en quelque chose qui donna la chair de poule à Chloé. Une condescendance particulière que les hommes comme lui portaient comme un parfum. Vous embauchez des traînards maintenant? Cet endroit est un passif, Dubois. Vendez avant que j'en fasse un problème. Jean-Pierre fit un pas en avant et, bien qu'il fût plus petit que l'homme en costume d'une bonne tête, quelque chose dans sa posture fit hésiter l'autre homme. Fichez le camp de ma propriété, Lefebvre. L'homme, Stéphane, sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Il regarda à nouveau Chloé, et elle vit le calcul dans ses yeux. Quoi qu'il vous paie, ma belle, ça n'aura plus d'importance quand cet endroit sera déclaré insalubre. Puis il remonta dans sa Mercedes, claqua la portière et partit dans un crissement de gravier qui semblait délibérément théâtral. La poussière retomba lentement. La main de Manon était serrée autour de celle de Chloé, ses petits doigts s'enfonçant avec la force de la peur. Jean-Pierre resta à regarder le véhicule s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la clôture. La voix de Chloé sortit plus stable qu'elle ne se sentait. C'était qui? Stéphane Lefebvre. Promoteur immobilier. Il veut transformer ce terrain en appartement ou en centre commercial, ou en tout ce qui lui rapportera le plus d'argent. Ça fait 3 ans qu'il essaie de me racheter. Et vous continuez de dire non. Jean-Pierre se tourna vers elle, et quelque chose dans son expression rappela à Chloé son père. Le genre d'entêtement qui ne relevait pas de l'orgueil, mais du principe. Ce terrain est dans ma famille depuis 1963. Je mourrai avant de le vendre à un homme comme lui. Manon tira sur la main de Chloé, et quand Chloé baissa les yeux, le regard de sa fille était fixé sur quelque chose au loin. La voix de l'enfant était petite mais claire. Maman, c'est vraiment à nous? Chloé suivit le regard de sa fille. Au fond de la casse, partiellement caché derrière une rangée de camionnettes éventrées et enchevêtrées dans des ronces, se trouvait un camping-car. Même de cette distance, elle pouvait voir la rouille, la peinture écaillée, un pneu à plat. Il avait l'air mort, oublié. Le genre de choses qui aurait dû être écrasées en cubes des années auparavant. Si on travaille pour « mon cœur ». Les mots sortirent avant que Chloé ne comprenne pleinement ce à quoi elle consentait. Mais quelque chose dans la forme de ce camping-car, la façon dont la lumière du soleil accrochait ses coins arrondis, lui serra la poitrine avec une émotion qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Jean-Pierre sortit un trousseau de clés de sa poche, rouillé et lourd. Michel Fournier a laissé ça ici il y a 31 ans. Il disait qu'il choisirait son propriétaire. Il tendit les clés à Chloé. Elles étaient chaudes de sa main, le métal rugueux contre sa paume. J'imagine qu'il vous a choisi. Chloé fixa les clés, puis le camping-car au loin, puis le visage levé de Manon. L'expression de sa fille contenait quelque chose que Chloé n'avait pas vu depuis 6 mois. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Le début d'une possibilité. On pourra le rendre joli? La voix de Manon était hésitante, comme si elle testait les mots. Comme le garage de papy. La gorge de Chloé se noua. Elle hocha la tête, car parler était impossible. Jean-Pierre se racla la gorge. Laissez-moi vous montrer dans quoi vous vous engagez. Ils traversèrent la casse en file indienne, Jean-Pierre en tête, Chloé et Manon derrière. Le soleil tapait sans pitié, transformant le métal autour d'eux en un labyrinthe de radiateurs qui renvoyait la chaleur de la veille. Chloé remarquait tout avec l'œil d'une mécanicienne. L'organisation des pièces, l'état des véhicules, l'efficacité de l'agencement. Ce n'était pas juste une casse. C'était l'œuvre d'une vie, entretenue avec le genre de soin qui témoignait d'un but plus profond. Le camping-car grandissait à mesure qu'ils approchaient. Un Winnebago Chieftain de 1987, 8 mètres de peau d'aluminium et de rêve brisé. La peinture s'écaillait comme une peau brûlée par le soleil, révélant des plaques de métal nues en dessous. Une fenêtre était fissurée en toile d'araignée. Les pneus avaient capitulé face au temps des décennies auparavant, plats et pourris. Des lierres avaient poussé sur ses flancs, lente reconquête de la nature. On aurait dit un accessoire de film d'horreur. Le genre de projet qui vous briserait le cœur et le dos à parts égales. Chloé l'aima immédiatement, avec une intensité qui la surprit. Il y avait quelque chose dans la courbe de son toit, la forme de sa porte, la façon dont il était légèrement incliné sur le côté comme un vieux chien attendant le retour de son maître.
Il avait des histoires. Il avait vu des choses. Il attendait d'être aimé à nouveau. La voix de Jean-Pierre était prudente, le ton de quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle avec douceur. Construit en 1987. Il est ici depuis décembre 1993. Le propriétaire n'arrivait pas à se résoudre à le vendre ou à le conduire, alors il me l'a laissé. Il m'a fait promettre quelque chose d'étrange. Chloé passa la main sur la paroi poussiéreuse, sentant la texture de l'aluminium oxydé et de la peinture écaillée. Qu'est-ce qu'il vous a fait promettre? Que j'attendrais la bonne personne. Quelqu'un qui en aurait autant besoin que lui en avait besoin d'eux. Les yeux de Jean-Pierre étaient lointains, regardant quelque chose au-delà de l'épave physique. Michel Fournier était mon ami. Un type bien. Il a perdu sa femme, Monique, d'un cancer. Il ne s'en est jamais remis. Il croyait que les choses cassées choisissent qui les répare. Avant que Chloé ne puisse répondre, Manon avait grimpé les marches rouillées et tirait sur la poignée de la porte. La porte résista, gonflée par l'âge et l'humidité. Mais l'enfant était tenace. Chloé vint l'aider et ensemble, elles tirèrent. La porte s'ouvrit en grinçant comme une bouche qui n'avait pas parlé depuis des décennies. L'odeur les frappa en premier. Le moisi et la décomposition, l'odeur particulière des espaces clos laissés intacts pendant des années. La poussière flottait dans l'air, visible dans le rail de lumière qui filtrait par l'embrasure. Mais Manon poussa un cri de surprise, et quand Chloé regarda le visage de sa fille, elle y vit de l'émerveillement au lieu de l'horreur. L'enfant montrait du doigt le mur au-dessus de la banquette de la dinette, où quelque chose était gravé dans le panneau de bois. Les lettres étaient grossières, faites à la main, le genre de permanence qui demande un effort. À celui ou celle qui trouvera ceci, vous étiez destiné à le faire. MF 1993. Chloé sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un message d'un fantôme. Une invitation du passé. Jean-Pierre entra derrière elle. Son poids fit légèrement tanguer le camping-car sur ses suspensions cassées. Vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Moteur grippé. N'a pas démarré depuis 15 ans. Dégâts des eaux partout. Moisissure dans la salle de bain. Systèmes électriques complètement morts. Plomberie gelée, tuyaux probablement éclatés. Longeron du châssis rouillé à au moins 2 endroits. Il sortit un petit carnet de sa poche, l'ouvrit à une page couverte de chiffres. J'estime entre 8 000 et 10 000 euros de pièces et 400 heures de travail pour le rendre habitable. Peut-être 800 heures pour le rendre apte à rouler. Les chiffres auraient dû être dévastateurs. Ils étaient dévastateurs. Mais Chloé faisait déjà des calculs dans sa tête. Les mêmes calculs qu'elle faisait depuis des mois. Les maths de la survie. L'algèbre du désespoir. C'est quoi le marché, exactement? Jean-Pierre la regarda dans les yeux. Le SMIC horaire, 40 heures par semaine. Ça fait environ 1600 euros bruts par mois. Je déduis 300 euros pour le loyer, 2 cents pour les charges et les repas. Il vous reste environ 1100 euros net. Il marqua une pause, la laissant digérer. Pour les pièces du camping-car, vous vous servez dans mon inventaire au prix coûtant. J'estime qu'il y en a pour 3 000 à 4 000 euros, et vous pouvez les payer en faisant des heures supplémentaires, à 15 euros de l'heure pour du travail qualifié. Contrat minimum de 3 mois. Le camping-car devient légalement le vôtre à la fin si vous terminez le travail. L'esprit de Chloé s'emballa. 3 mois, ça ferait 4 800 euros de salaire net, mais les pièces coûteraient au minimum 3 000 euros. Au mieux, elles seraient à l'équilibre. Mais elles auraient un toit, de la nourriture, un but, et à la fin, la propriété de quelque chose qui leur appartiendrait. L'alternative était de continuer à vivre dans la 4 litres jusqu'à ce qu'elle rende l'âme complètement. Et après? Les foyers d'accueil qui pourraient la séparer de Manon, supplier ses frères et sœurs pour une aide qu'elle ne supportait pas de demander, la rue. Et si je n'arrive pas à finir en 3 mois? Alors on prolonge. Mais vous vous engagez à finir. Ce n'est pas une location. La voix de Jean-Pierre était ferme mais pas méchante. C'est une restauration. Et j'ai besoin de savoir que vous n'abandonnerez pas à mi-chemin. Chloé baissa les yeux vers Manon, qui explorait déjà le camping-car malgré son état. Ses petites mains touchaient les placards cassés avec une douceur qui fit mal au cœur de Chloé. Sa fille méritait mieux que ça. Méritait mieux que tout ce que Chloé lui avait fait endurer. Méritait une mère qui pouvait lui offrir une stabilité de base. S'il te plaît,
Maman. La voix de Manon était si petite, si pleine d'espoir. Je veux ma propre chambre. Ces mots brisèrent quelque chose en Chloé qui ne tenait plus qu'à un fil. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit l'unique pièce d'1 € qui lui restait. Elle était terne, usée. La dernière preuve physique qu'elle possédait encore quelque chose. Elle la tendit à Jean-Pierre. Un acompte. Sa voix ne trembla pas. Je gagnerai le reste. Jean-Pierre regarda la pièce, puis son visage, puis repoussa doucement sa main. Gardez-la. Achetez une glace à votre fille. Elle l'a bien mérité. La vision de Chloé se brouilla. Elle cligna des yeux avec force, refusant de pleurer devant cet étranger qui lui offrait quelque chose d'impossible. Une chance. Une vraie chance. Jean-Pierre sortit un porte-bloc et un stylo, des formulaires officiels qui rendaient l'arrangement réel. Ils réglèrent les détails, debout dans l'intérieur poussiéreux d'un camping-car mort, pendant que Manon explorait la chambre du fond, ses pas légers et prudents. Date de début du contrat, calendrier de paie, accès à l'inventaire, exigences de sécurité. Jean-Pierre expliqua le fonctionnement de sa casse avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois, mais jamais tout à fait comme ça. Vous m'aiderez à trier les véhicules qui arrivent, à démonter les pièces récupérables, à tenir l'inventaire. J'ai un système informatique, mais il est basique. Surtout, j'ai besoin de quelqu'un avec des connaissances en mécanique qui peut évaluer ce qui vaut la peine d'être gardé et ce qui est bon pour la ferraille. Chloé hocha la tête, cataloguant déjà dans sa tête l'inventaire visible. Des années à diriger un garage l'avaient entraîné à voir des schémas, à savoir quelles pièces étaient en demande et lesquelles resteraient là pour toujours. Jean-Pierre lui tendit le porte-bloc, et elle signa de son nom, le stylo grattant sur le papier avec un son qui ressemblait à un engagement. Chloé Hélène Martin. La signature semblait étrange, sortie du contexte de tous les autres documents qu'elle avait signés l'année passée. Papier de divorce, saisie bancaire, reconnaissance de dette médicale. C'était différent. C'était un mouvement en avant au lieu d'une chute libre. Quand ce fut fait, Jean-Pierre lui tendit un trousseau avec 3 clés. Bureau, sanitaire, et ça. Il désigna le camping-car. Bienvenue à la Case du Bois. Le reste de la matinée se perdit en détails pratiques. Jean-Pierre lui montra le système d'inventaire, des rangées de véhicules organisées par année, marque et modèle. Il lui expliqua sa structure de prix, sa clientèle, ses fournisseurs. Il lui montra les sanitaires et la salle de pause, de petites constructions au bord de la casse avec une plomberie douteuse, mais assez fonctionnelle. Il lui donna un gilet de sécurité, des gants de travail et un porte-bloc pour prendre des notes. Et pendant tout ce temps, Chloé sentait la main de Manon dans la sienne, petite et confiante, et le poids des clés du camping-car dans sa poche, et la réalité impossible qu'elles avaient un endroit où être. Pas seulement pour rester, mais pour construire. Pour le déjeuner, Jean-Pierre leur apporta des sandwichs d'une boulangerie-pâtisserie du village et du jus de fruits frais assez froid pour faire mal en descendant. Ils mangèrent à l'ombre de l'auvent du bureau pendant que Jean-Pierre expliquait le système de classement et montrait à Chloé comment traiter les commandes des clients. Ces mouvements étaient efficaces, rodés, le genre de compétence qui vient de décennies à bien faire les mêmes tâches. Manon s'endormit sur une chaise à l'intérieur du bureau climatisé, l'épuisement la rattrapant. Chloé regarda la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser, le visage de l'enfant enfin paisible, et sentit le premier relâchement du nœud qui vivait dans sa poitrine depuis des mois. Pas disparu, mais plus lâche. Jean-Pierre suivit son regard. C'est une bonne gamine. Elle mérite mieux que ça. Mieux qu'un nouveau départ? Le ton de Jean-Pierre était doux mais pointu. Mieux que de voir sa maman reconstruire quelque chose à partir de rien? Les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de présence. Les mots la frappèrent durement. Chloé avait été tellement concentrée sur tout ce qu'elle avait perdu qu'elle n'avait pas considéré ce que Manon pourrait gagner. La chance de voir sa mère se battre au lieu de fuir. De voir quelque chose de cassé redevenir entier. D'apprendre que l'échec n'était pas fatal. Cet après-midi-là, Chloé commença sa véritable formation. Jean-Pierre la guida à travers la casse, lui expliquant son système. Les véhicules arrivaient par divers canaux, enchères, ventes privées, épaves d'assurance, biens abandonnés. Chacun nécessitait une évaluation. Les pièces viables étaient cataloguées et stockées. Les carcasses irrécupérables étaient écrasées et vendues à la ferraille. L'économie était simple, mais l'exécution exigeait des connaissances, et Jean-Pierre avait les deux.
Un client arriva vers 15 heures, cherchant un alternateur pour une Peugeot 205 de 1998. Jean-Pierre commença à vérifier son ordinateur, mais Chloé se déplaçait déjà, ses pieds la portant vers la rangée 7, à la troisième voiture en partant de la gauche. Encore montée. 45 €. Le client la dévisagea. Comment vous? Je me souviens des moteurs. Chloé n'en dit pas plus. Ne mentionna pas les centaines de 205 sur lesquels elle avait travaillé au garage Martin, la façon dont elle s'était entraînée à mémoriser l'inventaire parce que son garage était trop petit pour un système sophistiqué. Certaines compétences ne se perdaient pas, même quand on perdait tout le reste. Jean-Pierre haussa un sourcil mais ne dit rien. Le client paya en espèces et repartit compte. Après son départ, Jean-Pierre se tourna vers Chloé avec quelque chose comme du respect dans les yeux. Vous avez une mémoire photographique, mais seulement pour ce qui compte. Ce soir-là, après le départ de Jean-Pierre et le retour au calme de la casse, Chloé et Manon s'attaquèrent au camping-car. Elles commencèrent par l'évidence, enlever les détritus. 6 sacs poubelles industriels remplis de débris, d'isolants déchiquetés, de nids de rongeurs morts, de substances mystérieusement collantes qu'aucune des deux ne voulait identifier. Manon travailla avec une détermination surprenante, portant des gants de travail pour adultes qui lui remontaient à mi-bras, son petit visage sérieux et concentré. Elles trouvèrent des artefacts. Un vieux réchaud camping-gaz rouillé, une paire de minuscules chaussons de bébé taille 18 dont le caoutchouc s'effritait, des crayons de cire fondus dans un porte-gobelet, un morceau de pain au chocolat fossilisé sous le siège conducteur qui aurait pu avoir une signification archéologique. Chaque découverte semblait être un aperçu des vies vécues ici. Une famille qui avait appelé cette boîte de métal sa maison. Chloé travailla jusqu'à ce que son dos hurlait que sa main bandait la lance. Le travail physique était brutal mais purifiant. Chaque sac de détritus enlevé était un progrès visible. Chaque surface dégagée était la preuve d'un mouvement en avant. Elle avait oublié ce que c'était que de voir les résultats de son travail immédiatement, de mesurer la réussite en mètres carrés plutôt qu'en enquête de satisfaction client. Quand elles s'arrêtèrent enfin, bien après la tombée de la nuit, l'intérieur du camping-car était encore un désastre, mais c'était un désastre propre. L'ossature de l'espace était maintenant visible, et Chloé pouvait commencer à voir des possibilités là où auparavant elle n'avait vu que de la décrépitude. Jean-Pierre apparut avec le dîner. Du bœuf bourguignon dans des barquettes en polystyrène, une baguette enveloppée dans du papier, du jus de fruits frais dans des bouteilles en plastique. Il les posa sur une table de camping devant le camping-car sans un mot, puis se joignit à elle pendant qu'elle mangeait. La nourriture était simple, mais elle était chaude, et il y en avait assez, et Chloé n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim jusqu'à ce que la première bouchée atteigne son estomac. Manon s'endormit presque immédiatement après avoir mangé, recroquevillée dans son sac de couchage sur ce qui avait été la banquette de la dînette. Chloé la couvrit d'une fine couverture et se tint dans l'embrasure de la porte, regardant la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser au rythme d'un sommeil profond. Jean-Pierre lui tendit une lanterne à pile. « Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. C'est juste du nettoyage. Rien n'est juste quoi que ce soit. » La voix de Jean-Pierre était calme, mais ferme. « Vous êtes venu. Vous n'avez pas abandonné en voyant l'étendue des dégâts. C'est plus que ce que la plupart des gens feraient. » Chloé ne se sentit pas capable de répondre. La gentillesse était presque plus difficile à supporter que la lutte ne l'avait été. Elle s'était blindée contre la cruauté, mais la douceur trouvait toutes les fissures. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. La nuit provençale, fraîche et constellée d'étoiles, au-dessus d'eux. Finalement, Jean-Pierre reprit la parole. « Michel Fournier était mon ami. Je le connaissais depuis 1982. Un type bien, un bon père. Il a perdu sa femme, Monique, d'un cancer en 93. Il ne s'en est jamais remis. Pourquoi n'a-t-il pas vendu le camping-car? Il a essayé 3 fois. Chaque fois, il s'asseyait dedans pendant 1 heure, puis il le ramenait. Il disait que la voix de Monique était encore dans les murs. C'est triste. » Jean-Pierre hocha la tête. « Mais c'est aussi de l'amour. » Après son départ, Chloé resta assise seule devant le camping-car, le désert se refroidissant rapidement autour d'elle. Elle sortit l'enveloppe du tableau de bord de la 4 litres. L'écriture de Valérie semblait accusatrice à la lumière de la lanterne. Son doigt traça le mot « urgent ». Le tampon rouge qui exigeait une attention qu'elle ne pouvait pas donner. Pas encore. Elle n'était pas prête pour la vérité qui se trouvait à l'intérieur.
Au lieu de cela, elle monta dans le camping-car, prudemment, enjambant la forme endormie de Manon, et ouvrit la boîte à gants. Elle était coincée, gonflée par l'âge et l'humidité. Chloé l'ouvrit de force avec sa main bandée, ignorant la pointe de douleur. À l'intérieur se trouvait un carnet de bord en cuir, usé mais étonnamment bien conservé. Elle l'ouvrit avec précaution. Les premières pages étaient des fiches d'entretien, vidange, rotation de pneus, remplacement de pièces, méthodiques, détaillées, l'écriture précise. Suivaient des journaux de voyage, documentant des périples à travers le pays avec des dates, des kilométrages et de petites observations. Pneus crevés dans le Cantal. On a ri pendant des heures. Premier poisson de Djenna, lac d'Annecy. Immense sourire. Coucher de soleil sur les calanques. Monique a pleuré devant la beauté. Les entrées s'arrêtaient en décembre 1993, mais sur la dernière page, d'une écriture tremblante, se trouvait un message. Chloé le lut à la lumière de la lanterne, la douce respiration de Manon étant le seul autre son au monde. Ceci est ma dernière entrée. Monique est décédée il y a 3 mois. Je ne peux plus conduire cet engin. Chaque kilomètre sans elle semble faux. Je le laisse à la casse de Jean-Pierre Dubois. C'est un homme bon. Il m'a promis quelque chose. J'ai besoin de croire que les choses cassées trouvent les bonnes personnes. À quiconque finira avec ce camping-car, votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous étiez destiné à cela. Monique disait toujours, les choses cassées choisissent qui les répare. Il y a quelque chose de caché dans ce camping-car. Quelque chose que je n'ai pas pu finir parce que le chagrin m'a emporté. Si vous le trouvez, vous comprendrez tout. Cherchez là où Monique avait l'habitude de s'asseoir. Cherchez là où elle regardait les couchers de soleil. C'est là que se trouve la vérité. N'abandonnez pas cette vieille dame. Et n'abandonnez pas vous-même. Michel Fournier, 15 décembre 1993. Chloé lut le message 3 fois. Ses mains tremblaient à la 3e lecture. Un message d'un fantôme, des instructions du passé, une promesse qu'elle était censée être ici, que cette épave l'avait choisie aussi sûrement qu'elle l'avait choisie. Elle regarda autour d'elle l'intérieur dépouillé, les murs tachés d'eau et les installations cassées, et 31 ans d'abandon. Elle regarda sa fille dormant paisiblement pour la première fois depuis des mois. Elle regarda ses propres mains bandées, marquées de cicatrices et capables. Là où Monique s'asseyait, du côté passager où les épouses s'assoient lors de longs trajets, regardant le monde défiler, naviguant non seulement sur les routes mais aussi dans la vie. Demain, elle chercherait. Ce soir, elle se reposerait. Chloé s'allongea sur le sol à côté de la banquette de Manon, son corps endolori d'une manière qui semblait mériter plutôt qu'infliger. À travers la fenêtre fissurée, elle pouvait voir les étoiles, innombrables et indifférentes. Quelque part sous le même ciel, son père était peut-être mort, pensant qu'elle avait abandonné. Ses frères et sœurs vivaient des vies dont elle s'était exilée. Le garage qui avait été son identité appartenait maintenant à des étrangers. Mais ici, dans cette coquille brisée des rêves de quelqu'un d'autre, elle avait une clé, un contrat et 3 mois pour prouver que les choses cassées pouvaient être réparées. Sa dernière pensée avant que le sommeil ne l'emporte fut un murmure aux fantômes de Michel Fournier et de sa Monique, à ses propres parents perdus, à la force, quelle qu'elle soit, qui l'avait menée à cette casse au milieu de nulle part. Je finirai ce que vous avez commencé. Elle le promit. Les étoiles ne répondirent pas, mais la promesse était faite. Et Chloé Martin, qui avait rompu toutes les autres promesses qu'elle s'était faites au cours des 2 dernières années, tiendrait celle-ci. Elle le devait. C'était tout ce qui lui restait. L'aube arriva trop tôt, et avec elle Jean-Pierre Dubois. Chloé se réveilla au son de bottes sur le gravier, son corps hurlant de protestation après avoir dormi sur du contreplaqué nu. Manon était déjà réveillée, assise en tailleur sur la banquette de la dinette, fixant le message gravé sur le mur avec le genre de concentration que les enfants réservent au mystère. Jean-Pierre apparut à l'entrée, tenant 3 gobelets en carton dans un porte-gobelet et un sac en papier qui sentait le salut. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un petit déjeuner avant de commencer. Le café était noir, amer et parfait. Le sac contenait des croissants et des pains au chocolat, encore tièdes de la station-service où Jean-Pierre s'était arrêté en chemin. Chloé et Manon mangèrent debout, car s'asseoir signifiait reconnaître à quel point son dos lui faisait mal, et cette reconnaissance ressemblait à une faiblesse qu'elle ne pouvait pas se permettre. Jean-Pierre sortit un dossier épais de papier. Avant de commencer le vrai travail, vous devez comprendre à quoi vous avez affaire.
Voici toute la documentation que j'ai sur le Winnebago. Facture d'achat, papier d'assurance, historique d'immatriculation. Et voici les notes personnelles de Michel Fournier. Il étala les papiers sur le capot d'une berline voisine mise à la casse, créant un bureau improvisé. La carte grise montrait que le camping-car avait été acheté neuf en avril 1984 par Michel et Monique Fournier de Gordes, en Provence. 150 000 francs, financés par un crédit. Les papiers d'assurance suivaient les renouvellements annuels jusqu'en 1990, date à laquelle la couverture avait expiré. Les fiches d'entretien montraient des vidanges tous les 5000 km, réglées comme une horloge. Rotation de pneus, remplacement de plaquettes de frein. Quelqu'un avait aimé cette machine avec le genre d'attention qui frisait la dévotion. Michel notait tout. Le doigt de Jean-Pierre traça une page d'observation manuscrite. Problèmes électriques en 89, a dû changer le convertisseur. Pompe à eau remplacée en 91. Il a même noté quel camping avait les plus beaux couchers de soleil. Manon regarda les papiers, son petit doigt se posant sur une photo glissée entre les formulaires d'assurance. Une famille de 4 personnes posait devant le camping-car quand il était neuf, le chrome brillant, la peinture impeccable. Le père portait des lunettes à monture épaisse et un sourire qui atteignait ses yeux. La mère avait un tournesol glissé derrière l'oreille. 2 enfants, peut-être de 6 et 4 ans, tenaient des esquimaux et arboraient des sourires assortis de coups de soleil. Ils ont l'air heureux. La voix de Manon était mélancolique. Il l'était. L'expression de Jean-Pierre s'adoucit. Thomas et Lisa. Leurs enfants. Des gens bien. Je ne les ai pas vus depuis des décennies. Chloé étudia la photographie, mémorisant les visages. Ces étrangers avaient construit une vie dans 8 mètres d'aluminium. S'étaient aimés au point que la perte de l'un brisait l'autre de manière irréparable. Avaient laissé derrière eux un mystère pour celui qui viendrait après. La matinée se perdit dans la formation à l'inventaire. Le système de Jean-Pierre était plus sophistiqué que Chloé ne l'avait supposé. Chaque véhicule qui passait le portail était photographié sous plusieurs angles. Numéros de série enregistrés, principaux composants évalués. Les pièces vendables étaient cataloguées avec des codes de localisation, le prix basé sur l'état et la demande. Le système informatique était obsolète mais fonctionnel, et Jean-Pierre lui expliqua le traitement des commandes clients avec la patience de quelqu'un qui l'avait déjà expliqué et l'expliquerait encore. Une dépanneuse arriva en milieu de matinée, transportant une Renault Clio de 2004, l'avant écrasé par ce qui semblait être une collision frontale. Le chauffeur la déposa dans la zone d'arrivée et tendit des papiers à Jean-Pierre. Déclaré épave par l'assurance. Le propriétaire s'en est débarrassé. Jean-Pierre signa les formulaires et le camion disparut en direction de la ville. Voici votre première évaluation, dit Jean-Pierre en désignant la Clio. Dites-moi ce qui vaut la peine d'être gardé. Chloé fit un lent tour du véhicule, son œil exercé cataloguant les dommages et le potentiel. L'avant était détruit. Le radiateur enfoncé dans le bloc moteur, mais c'était prévisible. Elle ouvrit la portière conducteur, notant l'intérieur intact. Elle souleva le capot, ce qui demanda de la force car le châssis était tordu. Le moteur était probablement endommagé au-delà de toute utilisation, mais les composants périphériques semblaient viables. Train arrière, boîte de vitesse si on a de la chance, les 4 portières, les panneaux intérieurs, les sièges, l'électronique si l'impact n'a pas surchargé le système, les roues et les pneus, le pot catalytique, la ligne d'échappement à partir du milieu. Elle marqua une pause, réfléchissant. Les phares avant sont fichus, mais les feux arrière sont intacts. Les composants de suspension à l'arrière. Probablement 800 à 1000 € de pièces vendables si on les sort dans le mois qui vient. Le visage buriné de Jean-Pierre se plissa en signe d'approbation. Vous ne plaisantiez pas à propos de la mémoire mécanique. Ils passèrent 2 heures à démonter des pièces. Jean-Pierre lui enseignant ses techniques d'extraction pendant que Manon jouait à l'ombre avec un jeu de clés en plastique que Jean-Pierre avait trouvé pour elle. Le travail était chaud et exigeant, mais familier. La mémoire musculaire de ces années au garage prenait le dessus. La main bandée de Chloé la lançait, mais elle continua à travailler, prouvant quelque chose à Jean-Pierre, à elle-même, ou aux deux. Le déjeuner fut à nouveau des sandwichs, mangés dans le bureau climatisé pendant que Manon faisait la sieste sur un canapé usé. Jean-Pierre alluma son ordinateur, montrant à Chloé la base de données de l'inventaire et comment la mettre à jour. Vous apprenez vite. J'ai eu de bons professeurs. Chloé n'en dit pas plus,
ne mentionna pas les instructions patientes de son grand-père ou les normes exigeantes de son père. Ses souvenirs vivaient trop près de la surface, assez vifs pour la couper. Jean-Pierre se renversa sur sa chaise, l'étudiant avec des yeux qui avaient trop vu de la vie pour être dupés par les apparences. « Vous allez me dire de quoi vous fuyez ? » ?»« Je ne fuis pas. » Le mensonge avait un goût de cuivre. Tous ceux qui débarquent ici sans rien fuient. La question est de savoir s'il fuit quelque chose ou s'il court vers quelque chose. La voix de Jean-Pierre était douce mais implacable. Michel Fournier fuyait le chagrin. Il n'a pas pu le distancer, alors il a laissé le camping-car ici et il est parti. Vous me donnez l'impression de fuir la honte. La gorge de Chloé se noua. Elle regarda Manon, dormant paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, son visage détendu d'une manière qu'il n'était jamais lorsqu'elle était éveillée. J'ai perdu tout ce que ma famille a construit. Je l'ai perdu parce que je n'étais pas assez bonne, pas assez intelligente, pas assez forte pour le sauver. Ce n'est pas de la honte. C'est un fait. La honte, c'est de penser que la perte vous définit. Jean-Pierre se leva, se resservant du café d'une cafetière qui semblait plus vieille que Chloé. Les faits ne sont que des données. Ce que vous faites ensuite, c'est ce qui vous définit. Avant que Chloé ne puisse répondre, le bruit d'un moteur cher traversa la chaleur de l'après-midi. La Mercedes noire apparut au portail, et l'estomac de Chloé se serra d'une appréhension instinctive. Stéphane Lefebvre en sortit, l'air encore plus impeccable que la veille. Son costume n'était pas froissé malgré la chaleur. Il s'approcha du bureau avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré une porte qui lui restait fermée. Jean-Pierre sortit, se positionnant entre Lefebvre et la porte du bureau. « Je croyais vous avoir dit de rester hors de ma propriété. C'est des affaires, pas du personnel. » Lefebvre sortit une enveloppe de sa veste. « Je monte mon offre à 900 000 €. C'est bien au-dessus de la valeur du marché, Dubois. Vous seriez fou de ne pas accepter. » Alors je suis fou. Jean-Pierre ne toucha pas l'enveloppe. L'expression de Lefebvre se durcit. À travers la fenêtre du bureau, Chloé vit le changement s'opérer, le vernis impeccable se fissurant pour révéler quelque chose de calculateur en dessous. J'ai été patient par respect pour votre défunt père. Mais la patience a des limites. C'est une menace ? C'est la réalité. Cette casse ne respecte pas les normes environnementales actuelles. Une plainte à la drill et vous passerez la prochaine décennie en litige. Un appel à l'inspection du travail à propos de vos installations sanitaires. Une inspection de vos systèmes électriques. Je pourrais vous rendre la vie très difficile, très coûteuse. La voix de Jean-Pierre devint froide et dangereuse. Vous me menacez encore une fois et je ferai venir les gendarmes pour vous faire expulser. C'est une propriété privée et vous violez mon domicile. Le regard de Lefebvre se déplaça, se posant sur Chloé à travers la fenêtre, ses yeux se plissant, la reconnaissance s'y allumant. Cette femme, celle avec l'enfant. Les services sociaux savent qu'elle vit dans une casse ? Le département sait que vous fournissez un logement insalubre ? Le sang de Chloé se glaça. Manon dormait toujours, inconsciente, mais la menace flottait dans l'air comme de la fumée. Ses mains se serrèrent en poing, la main bandée en voyant des pointes de douleur le long de son bras. Jean-Pierre fit un pas en avant, et malgré sa plus petite taille, malgré son âge, quelque chose dans sa posture fit reculer Lefebvre. Vous avez fini ici. Partez maintenant ou j'appelle les gendarmes et je porte plainte pour harcèlement. Pendant un instant, le tableau se figea. Puis Lefebvre sourit, une expression sans aucune chaleur. 30 jours, Dubois. Je vous donne 30 jours pour reconsidérer. Après ça, j'arrêterai de demander gentiment. Il remonta dans sa Mercedes et partit, le gravier crissant sous les pneus chers. Jean-Pierre resta à regarder jusqu'à ce que la poussière retombe. Quand il se retourna vers le bureau, son visage était sombre. Je suis désolé que vous ayez été mêlé à ça. La voix de Chloé tremblait malgré ses efforts pour la contrôler. Est-ce qu'il peut vraiment appeler les services sociaux? Est-ce qu'il peut me l'apprendre? Il peut appeler. Ça ne veut pas dire qu'ils feront quoi que ce soit. Vous avez un emploi. Vous avez un logement. Elle est nourrie et en sécurité. L'assurance de Jean-Pierre se voulait rassurante, mais Chloé entendit l'incertitude sous-jacente. Il faut juste s'assurer que tout est irréprochable. Un espace de vie propre, des installations correctes, aucune violation de la sécurité. Cette nuit-là,
Après le départ de Jean-Pierre, Chloé ne put dormir. Elle resta allongée sur le sol en contreplaqué, fixant le plafond taché d'eau, imaginant des scénarios dans sa tête. Enquête des services sociaux. Manon placée en famille d'accueil pendant que Chloé prouvait son aptitude. Le système censé protéger les enfants utilisé comme une arme par un homme qui voulait un terrain pour des appartements. L'enveloppe de Valérie était posée sur l'étagère improvisée que Chloé avait créée avec une caisse en plastique. 3 jours qu'elle était là. 3 jours d'évitement. Mais les menaces de Lefebvre avaient changé quelque chose. Avaient brisé le déni qui lui permettait de prétendre que le passé ne la rattrapait pas. Elle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le papier était doux à force d'être manipulé. L'écriture de Valérie, douloureusement familière. Chloé se souvenait de sa sœur formant des lettres à la table de la cuisine, la langue entre les dents en signe de concentration. Les boucles et les barres soignées de quelqu'un qui était fier de sa présentation. La colle céda facilement. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture de Valérie, plus petite que sur l'enveloppe. Serrée, comme si elle avait essayé de faire tenir trop de choses dans trop peu d'espace. Chloé, je ne sais pas où tu es. Nicolas ne veut pas me dire s'il le sait seulement. Papa s'est effondré il y a 2 semaines. Insuffisance cardiaque congestive, stade 4. Il est en soins intensifs à l'hôpital de Valence. Les médecins disent quelques jours, peut-être une semaine. Il n'arrête pas de demander après toi. Pas en colère, juste triste. Hier, il a demandé à Nicolas, est-ce que je l'ai déçu? Est-ce que je l'ai trop poussé? Nicolas a menti et a dit que tu travaillais à l'étranger. Papa a hoché la tête, mais j'ai vu qu'il savait. S'il te plaît, Chloé, même si tu ne peux pas te pardonner, donne-lui une chance de te voir une dernière fois. Je t'aime. Manon a besoin de sa maman et papa a besoin de sa fille. Rentre à la maison. Valérie. La date en haut de la page remontait à 6 semaines. 6 semaines. Son père était mourant et elle avait conduit sans but à travers la Provence avec sa fille. Trop fière ou trop honteuse ou trop brisée pour vérifier ses messages, pour ouvrir son courrier, pour faire face à la famille qu'elle avait déçue. Les mains de Chloé s'engourdirent. La lettre tomba sur le sol. Elle se leva brusquement, son corps bougeant sans direction consciente, sortit du camping-car et entra dans la nuit provençale. L'air frais frappa son visage mais elle ne le sentit pas. Elle marcha jusqu'à ce que la case soit à 50 mètres derrière elle, jusqu'à ce que le métal épars capte le clair de lune en motif semblable à des étoiles tombées. Puis elle hurla. Pas des mots, juste un son, brut et animal, plein de tous les échecs qui l'avaient amené à ce moment. Elle hurla jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, jusqu'à ce que le paysage absorbe sa rage et ne lui rende rien. Quand elle s'arrêta enfin, le souffle court et saccadé, le silence était absolu. Pas de bruit de circulation, pas de voix humaines, juste le vent, le cri lointain d'une chouette et la vaste indifférence d'un paysage qui avait vu des civilisations naître et mourir et en verrait d'innombrables autres. Elle s'assit dans la poussière, les genoux ramenés contre sa poitrine, et se laissa briser. Pas la rupture nette des fois précédentes, mais quelque chose de plus désordonné. La culpabilité, le chagrin et la honte se mélangeant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer les émotions individuelles. Juste une marée de pertes qui menaçait de l'engloutir. Son père était mort. Mort depuis probablement 3 semaines. Mort en demandant de ses nouvelles, inquiet pour elle, probablement déçu par elle. Le dernier de ses parents était parti, et elle n'avait pas été là, ne lui avait pas tenu la main, ne lui avait pas dit qu'elle était désolée d'avoir échoué, d'avoir perdu le garage, d'être devenue exactement le genre de personne qui disparaît quand les choses deviennent difficiles. Le temps devint élastique. Elle aurait pu rester assise là des minutes ou des heures. Finalement, elle entendit des pas, doux et prudents. Jean-Pierre apparut, tenant la lettre qu'il avait dû trouver sur le sol du camping-car. Il s'assit à côté d'elle sans parler. Tous deux, témoins silencieux de la douleur de l'autre. Finalement, sa voix s'éleva, rauque d'émotion. Ma femme, Marguerite, est morte il y a 3 ans. Crise cardiaque, soudaine. J'étais en ville quand c'est arrivé. Le temps que je rentre, elle était partie. La dernière chose que je lui ai dite ce matin-là, c'est que je serais en retard pour le dîner parce que j'avais un inventaire à finir. Pas je t'aime, pas tu es tout pour moi, juste que je serais en retard. Chloé se tourna pour le regarder, voyant le chagrin gravé dans les rides de son visage.
On pense qu'on aura une autre chance de dire les choses importantes. Et puis non, et on porte ce poids pour toujours. Les yeux de Jean-Pierre étaient lointains. Mais Chloé, le poids ne vous définit pas. Ce que vous faites en le portant, c'est ça qui compte. Mon père est mort en pensant que j'avais abandonné. Peut-être. La voix de Jean-Pierre était douce. Ou peut-être qu'il est mort en sachant que vous étiez assez forte pour tout reconstruire. Vous ne savez pas ce qu'il pensait. Vous savez seulement ce que vous pensez qu'il pensait. La distinction était subtile mais profonde. Chloé avait porté une supposition, la traitant comme un fait, mais elle ne savait pas. Ne pouvait pas savoir. Ne saurait jamais. Je ne peux pas les appeler. Je ne peux pas faire face à Nicolas et Valérie. Pas encore. Jean-Pierre se leva, lui offrant une main pour l'aider à se relever. Alors ne le faites pas. Mais vous le ferez un jour, parce que ce poids deviendra de plus en plus lourd plus vous le porterez seul. Ils retournèrent à la casse en silence. Devant le camping-car, Jean-Pierre s'arrêta. Demain, on commence le vrai travail sur cet engin. Vous êtes prête? Chloé regarda la carcasse rouillée, le message gravé visible à travers la porte ouverte, Manon dormant paisiblement à l'intérieur. Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. La voix de Jean-Pierre était ferme. Vous pourriez partir maintenant. Prendre votre fille. Retourner à Valence. Demandez de l'aide à vos frères et sœurs. Mais vous ne le ferez pas. Vous savez pourquoi? Parce que je suis têtu. Parce que vous êtes une bâtisseuse. Et les bâtisseurs n'abandonnent pas un projet juste parce qu'il est difficile. Après son départ, Chloé remonta dans le camping-car. Elle s'assit sur la banquette de la dinette, passant ses doigts sur les mots gravés. Vous étiez destiné à le faire. Le message de Michel Fournier, vieux de 31 ans. Une promesse, une prophétie, ou les deux. Cherchez là où Monique s'asseyait. La banquette côté passager. Chloé l'avait dégagée la première nuit, enlevé les coussins déchirés et gratté des couches de nids de souris et de pourriture, mais elle n'avait pas regardé en dessous, n'y avait pas pensé. Elle attrapa la lanterne à pile et examina la banquette plus attentivement. Le siège était monté au mur, semblant solide, mais quand elle poussa dessus, il y eut un léger jeu. Elle passa ses doigts le long des bords, trouvant une jointure presque invisible sous des décennies de crasse. Il lui fallut 10 minutes de travail minutieux avec la vieille clé à molette de son père pour trouver les loquets cachés. Quand ils se libérèrent, tout le siège de la banquette se souleva comme un couvercle, révélant un compartiment de 15 cm de profondeur. À l'intérieur se trouvait une mallette en plastique dur, du genre conçu pour protéger son contenu de l'eau et des chocs. Les mains de Chloé tremblaient en la sortant, la mallette plus lourde que prévu. Elle la posa sur la table de la dinette et ouvrit les loquets. Un album photo en cuir gisait sur le dessus, sa couverture embossée des mots « Nos aventures ». En dessous, enveloppée dans du plastique protecteur, se trouvait une cassette VHS intitulée « Pour Monique, notre vie ensemble ». Une pile de fiches d'entretien plastifiées, et sous tout cela, un petit journal en cuir. Chloé ouvrit l'album photo avec révérence, comme si elle manipulait quelque chose de sacré. La première page contenait une photo de la famille des papiers d'immatriculation, mais plus jeune, devant un concessionnaire. Le camping-car derrière eux brillait, neuf, le chrome étincelant au soleil. Le bras de Michel Fournier était autour des épaules de Monique. Leurs enfants, peut-être 6 et 4 ans, sautaient d'une excitation à peine contenue. La légende en dessous, d'une écriture soignée, avril 1984. Notre machine à rêve. C'est parti. Page après page documentait une vie. Les gorges du Verdon. Les enfants posant devant le point sublime. Le mont Saint-Michel. La famille minuscule face à l'immensité. La forêt de Brocéliande. Monique et Michel semblant nains à côté d'arbres qui étaient anciens quand le pays était jeune. Le Mont Blanc. Thomas faisant des grimaces à l'appareil photo pendant que Lisa avait l'air sérieuse. La côte d'Opale. Tous les 4 construisant des châteaux de sable que la marée effacerait. Le lac d'Annecy. Un poisson presque aussi gros que le torse de Thomas. Des campings à travers la France. Chacun marqué de dates et de petites observations. Thomas a perdu une dent ici. Première baignade de Lisa. Le plus beau coucher de soleil que nous ayons jamais vu. Anniversaire de Michel, 1987.
Monique a fait un gâteau dans le four du camping-car. Les photos montraient le temps qui passait. Les enfants grandissaient, leur visage de bébé s'affinant pour prendre les angles de l'adolescence. Le camping-car montrait des signes d'usure, de petites bosses et rayures qui témoignaient de milliers de kilomètres. Mais les sourires ne changeaient jamais. Sur chaque photo, la famille rayonnait de joie. Le bonheur particulier des gens qui avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux et qui étaient conscients de leur chance. Puis, vers 1992, les photos changèrent. Monique paraissait plus mince, portant des foulards sur la tête dont les motifs ne pouvaient pas tout à fait cacher leur but médical. Les enfants étaient maintenant de grands adolescents, leur sourire plus tendu. Moins de photos, des écarts plus longs entre les dates. La joie était toujours là, mais assombrie. Comme la lumière du soleil qui paraît différente à travers des nuages d'orage. L'avant-dernière photo montrait Monique et Michel seuls, assis sur les marches du camping-car avec un coucher de soleil provençal derrière eux. Monique était décharnée, le foulard couvrant une perte de cheveux complète. Mais elle souriait, et l'expression de Michel contenait une telle tendresse que Chloé dut détourner le regard. La légende, septembre 1993. Dernier voyage ensemble, Gordes. Elle m'a fait promettre de continuer. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Michel. La dernière page contenait un faire-part de décès. Monique Marie Fournier 1953 à 1993. Épouse et mère bien-aimée. La vie se mesure au kilomètre parcouru ensemble. Manon s'agita dans son sommeil, émettant de petits sons. Chloé posa l'album avec précaution et alla voir sa fille, bordant plus solidement la fine couverture autour de ses petites épaules. Le visage de l'enfant était paisible, non marqué par la connaissance de tout ce qui pouvait être perdu. Chloé retourna à la table et ouvrit le journal de Michel. Les entrées commençaient en mars 1993, après la mort de Monique, et chroniquaient l'effondrement d'un homme. Les premières entrées étaient cliniques, documentant des tentatives de maintenir une normalité. J'ai essayé de conduire jusqu'au Mont Ventoux aujourd'hui. J'ai fait 15 kilomètres avant de devoir m'arrêter. Je n'arrêtais pas de m'attendre à l'entendre me dire de ralentir. J'ai fait demi-tour. Au fil des mois, les entrées devinrent plus brutes. Comment avance-t-on après quelqu'un qui était votre vie? La maison est trop silencieuse. Je dors dans le camping-car la plupart des nuits. Au moins ici, je peux encore sentir son parfum sur les rideaux. En novembre, le désespoir colorait chaque mot. Thomas pense que je suis fou. Peut-être que je le suis. Mais je ne peux pas vendre ce camping-car. Chaque offre de concessionnaire me donne l'impression de l'effacer. Je l'ai emmené chez 3 concessionnaires différents. Je suis resté assis sur le parking pendant des heures à chaque fois. Je l'ai ramené à la maison. La voix de Monique n'arrête pas de dire qu'il trouvera la bonne personne. La dernière entrée était datée du 15 décembre 1993. Ça y est. Je laisse tout demain. Thomas et Lisa pensent que je devrais vendre. Utiliser l'argent pour quelque chose de pratique. Ils ne comprennent pas. Ce camping-car n'est pas une question d'argent. Il a porté les rires de notre famille. Il a contenu les derniers souvenirs heureux de Monique avant que la maladie ne vole tout le reste. Je ne peux pas le laisser pourrir, mais je ne peux pas non plus le restaurer. Le chagrin m'a enlevé ça. Alors, je cache quelque chose. Un trésor. Pas de l'argent. Quelque chose de mieux. La vérité. Un héritage. La preuve que l'amour survit à la mort. Instruction pour celui qui trouvera, cherchez plus profond que le plancher. Cherchez dans les murs. Cherchez là où la structure rencontre l'histoire. Vous trouverez la dernière pièce. Et quand vous le ferez, finissez ce que j'ai commencé. Faites revivre cet endroit. Remplissez-le de nouveaux rires. C'est tout ce que Monique a toujours voulu. Si vous lisez ceci, vous avez été choisi. Pas par moi, par quelque chose de plus grand. Bonne chance. Et merci. Michel Fournier. Chloé lut l'entrée 3 fois, mémorisant chaque mot. Cherchez dans les murs là où la structure rencontre l'histoire. Un autre mystère, une autre couche. Michel Fournier avait caché autre chose, quelque chose qu'il considérait comme plus précieux que l'argent. Elle voulait commencer à chercher immédiatement, déchirer les murs et trouver les secrets qui le renfermaient. Mais l'épuisement était un poids physique,
et sa main bandée la lançait d'une douleur qui suggérait une infection. Demain, elle chercherait. Demain. Elle replaça le journal dans la mallette avec l'album et la cassette, puis la referma avec précaution. Ce n'étaient pas ses souvenirs, mais c'était son héritage. L'amour d'une famille distillé en images et en mots, laissé à une étrangère qui avait besoin de la preuve que les choses brisées pouvaient guérir. Le sommeil vint finalement, agité et léger. Chloé rêva de son père à l'hôpital, demandant après elle pendant qu'elle passait sortie après sortie, incapable de s'arrêter. Rêva de l'enseigne du garage de sa mère qu'on démontait lettre par lettre jusqu'à ce qu'il ne reste que des ombres. Rêva de Manon grandissant dans l'habitacle d'une voiture, devenant de plus en plus petite et silencieuse jusqu'à disparaître complètement. Elle se réveilla avant l'aube, le corps endolori, l'esprit déjà en train de cataloguer les tâches de la journée. Mais quand elle ouvrit les yeux, Manon était également réveillée, assise à la dinette et regardant l'album photo que Chloé avait laissé sorti. Ils avaient une petite fille comme moi. Le doigt de Manon traça l'image de la jeune Lisa Fournier. Tu crois qu'elle était heureuse? Chloé se redressa, ses articulations protestant. Je crois qu'elle avait des parents qui l'aimaient très fort. Elle est où maintenant? Je ne sais pas, mon cœur. Une grande personne quelque part. Qui vit sa vie. Manon referma l'album avec précaution, ses petites mains respectueuses. Quand on aura réparé cet endroit, on pourra mettre nos photos à côté des leurs. La question transperça la poitrine de Chloé. L'idée que sa fille puisse imaginer un avenir digne d'être documenté, d'être rappelé, d'être célébré. Que cet enfant qui avait passé des mois à dormir dans une voiture puisse regarder le bonheur de ses étrangers et vouloir créer le sien. Oui, mon cœur. On pourra faire ça. Jean-Pierre arriva plus tôt que d'habitude, son camion pétaradant à travers le portail alors que le soleil peignait le ciel de rose et d'orange. Il apporta à nouveau le petit déjeuner, cette fois des sandwichs aux œufs et du jus d'orange, le genre de simple gentillesse qui devenait une routine. Autour d'un café, Chloé lui montra ce qu'elle avait trouvé. Jean-Pierre tint l'album photo avec des mains prudentes, son visage buriné s'adoucissant en le feuilletant. Je me souviens quand ils ont acheté cet engin. Michel était si fier, il avait économisé pendant 3 ans pour se le permettre. Il arriva aux photos des dernières années. Monique avec ses foulards, et son expression s'assombrit. Le cancer, c'est une saloperie. Il a emporté ma Marguerite de la même manière, mais plus vite. 3 mois entre le diagnostic et la fin. Michel, au moins, a eu du temps, même si je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Vous connaissiez Monique? Un peu. Une femme adorable. Elle faisait rire Michel. C'est elle qui l'a convaincu d'acheter le camping-car en premier lieu. Elle disait que la vie était trop courte pour attendre le moment parfait. Chloé pensa au moment parfait, à tous les moments où elle avait attendu que les conditions s'alignent. Attendu pour agrandir le garage jusqu'à ce qu'ils aient plus de capital. Attendu pour emmener Manon en voyage jusqu'à ce que les affaires soient stables. Attendu pour appeler ses frères et sœurs jusqu'à ce qu'elle ait de bonnes nouvelles à annoncer. Toute cette attente, et le temps s'était écoulé de toute façon. Michel a écrit qu'il avait caché autre chose dans les murs. Les sourcils de Jean-Pierre se haussèrent. Vous comptez démolir l'endroit? S'il le faut. Essayons d'abord la manière intelligente. Jean-Pierre se leva, époussetant les miettes de son bleu de travail. Les camping-cars de cette époque avaient des modifications courantes. Fausses parois pour plus de rangement, compartiments cachés pour les objets de valeur. Michel était malin. Il aurait utilisé la structure existante. Ils passèrent la matinée à cartographier l'intérieur du camping-car, mesurant les murs par rapport aux dimensions extérieures, cherchant des incohérences. Les camping-cars modernes avaient des parois plus minces, une utilisation plus efficace de l'espace. Mais les modèles des années 80 étaient construits avec des panneaux plus épais et plus de charpente en bois. Largement assez de place pour des secrets. Manon aida. Ses petites mains étaient utiles pour atteindre les espaces restreints. Elle trouva un panneau lâche derrière le lavabo de la salle de bain, mais ce n'était qu'un accès à la plomberie. Chloé découvrit un vide derrière le mur du placard, mais il était vide à l'exception de déjections de souris et d'isolants. À midi, ils avaient vérifié tout ce qui était évident. Jean-Pierre s'adossa au comptoir, réfléchissant. Là où la structure rencontre l'histoire. Michel était poète comme ça. Quelle est l'histoire d'un camping-car? Le voyage. L'aventure. Chloé essuya la sueur de son front.
Le temps en famille. Et où est-ce que ça se passe? La conduite, la navigation. Les yeux de Jean-Pierre s'illuminèrent. Monique s'asseyait côté passager, non? C'était sa place. Elle naviguait, s'occupait des cartes, regardait le paysage. Derrière le siège du conducteur, Chloé se déplaçait déjà. Là où Michel dirigeait leurs aventures. Le mur derrière le siège du conducteur semblait solide, recouvert du même lambris que le reste de l'intérieur. Mais quand Chloé tapota dessus, une section sonna creux. Elle passa ses doigts le long des joints, trouvant un panneau qui s'ajustait si précisément qu'il était presque invisible. Il fallut un travail minutieux avec un cutter pour couper à travers 31 ans de peinture et de crasse qui scellaient les bords. Quand le panneau se libéra enfin, il révéla une cavité de 15 cm de profondeur. À l'intérieur se trouvait une boîte en plastique scellée avec du ruban adhésif qui avait miraculeusement conservé son adhérence pendant des décennies. Les mains de Chloé tremblaient en la sortant. Le plastique était étonnamment intact. La boîte contenait 4 objets. Une petite boîte en bois sculptée à la main de scène de montagne qui montrait des détails et une patience incroyable. Une bague en or, une simple alliance usée et lisse par des années de port. 5 lettres attachées ensemble avec de la ficelle. Le papier jauni mais l'encre encore lisible. Et une autre lettre pliée séparément, adressée à celui ou celle qui trouvera ceci. Chloé ouvrit d'abord la lettre séparée, l'étalant sur la table de la dinette. Jean-Pierre et Manon se pressèrent autour, tous trois lisant ensemble. À celui ou celle qui trouvera ceci, j'ai caché ceci le 14 décembre 1993, la veille de mon départ définitif du camping-car. Pourquoi cacher la bague et les lettres de ma femme? Parce que je ne pouvais pas les garder où je les verrais. Trop douloureux. Mais je ne pouvais pas les jeter. Et je ne pouvais pas les donner à mes enfants. Ils avaient leur propre chagrin. Ces lettres m'ont sauvé la vie pendant les derniers mois de Monique. Chaque mot me rappelait que l'amour ne finit pas. Il se transforme. Si vous avez trouvé ceci, vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Vous avez redonné vie à cet endroit. La bague est à vous maintenant. Pas pour la porter, mais pour vous souvenir. Quelqu'un a aimé profondément ici. Quelqu'un a construit une vie dans 8 mètres de métal et de rêve. La cassette VHS. Je l'ai faite pour Monique en soins palliatifs. Un montage de notre vie ensemble. Elle est morte 2 jours avant que je la finisse. Je ne l'ai jamais regardée. Je n'en ai pas eu le courage. Si vous avez le courage qui m'a manqué, regardez-la. Voyez ce que cet endroit signifiait. Puis remplissez-le de votre propre histoire. Vous étiez destiné à trouver ceci. Monique disait, l'univers place les gens là où ils doivent être. Je ne la croyais pas à l'époque. Je la crois maintenant. Merci de vous en être soucié. Michel Fournier. Chloé prit la boîte en bois, sentant le poids du savoir-faire et du soin. La scène de montagne sur le couvercle était complexe, chaque pic et chaque vallée sculptée avec précision. Elle l'ouvrit lentement. La doublure en velours à l'intérieur était décolorée mais intacte, berçant la bague de Monique comme quelque chose de précieux. La bague elle-même était simple. Une alliance en or, sans pierre, usée et amincie par endroits par des décennies de port. Chloé la tint à la lumière, voyant la gravure à l'intérieur. M plus M. Pour toujours. 1969. 24 ans. Ils avaient eu 24 ans de pour toujours. Et puis Monique était partie et Michel n'avait pas su comment continuer. Mais il avait continué assez longtemps pour laisser cela, pour créer une chasse au trésor pour des étrangers, pour croire que son chagrin pourrait un jour aider quelqu'un d'autre à guérir. Manon tendit la main timidement. Je peux voir? Chloé plaça la bague dans la paume de sa fille, l'or brillant contre la petite peau. Manon l'examina avec le sérieux que les enfants apportent aux choses importantes. Elle est jolie. Simple et jolie. Le meilleur genre. La voix de Jean-Pierre était épaisse d'émotion. Chloé se tourna vers le paquet de lettres, 5 enveloppes attachées avec une ficelle qui n'avait miraculeusement pas pourri. Elle les défiait avec précaution, les étalant sur la table par ordre chronologique, selon les dates écrites dans les coins. De février à août 1993. Les derniers mois de Monique documentés par ses propres mots. Elle ouvrit la première lettre, datée du 12 février 1993. Mon très cher Michel, les médecins disent 6 à 8 mois. Moi,
Je dis que nous avons eu 24 ans et que c'est plus que ce dont la plupart des gens rêvent. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur que tu oublies comment vivre. Promets-moi quelque chose. Quand je serai parti, ne me pleure pas dans ce camping-car. Reprends la route avec lui. Remplis-le de nouveaux rires. Ce n'est pas une tombe. C'est un vaisseau de joie. Souviens-t'en. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Ta Monique. La deuxième lettre, datée de mars, décrivait la chimiothérapie avec une honnêteté sans faille, la nausée, l'épuisement, la façon dont son corps la trahissait. Mais même dans la maladie, la voix de Monique transparaissait avec chaleur et humour. Elle écrivait vouloir voir le Mont Ventoux une dernière fois, sur de petites joies comme les oiseaux à la fenêtre et les terribles blagues de Michel qui la faisaient rire malgré tout. La lettre de mai était plus courte, la faiblesse évidente dans une écriture plus tremblante. Elle écrivait sur l'acceptation, sur le fait de faire la paix avec les fins, sur la gratitude pour chaque kilomètre parcouru ensemble. Elle remerciait Michel de l'avoir aimée quand elle était chauve et brisée, de lui avoir tenu la main dans les pires moments, de ne jamais lui avoir fait sentir qu'elle était un fardeau. La lettre de juillet serra la gorge de Chloé. Monique écrivait vouloir que Michel retrouve le bonheur un jour, qu'il se remarie s'il rencontrait quelqu'un qui le faisait sourire, promettant qu'elle ne serait pas jalouse, que l'amour n'était pas diminué en étant partagé. Michel ne s'était jamais remarié, n'avait même jamais essayé, pour autant que Jean-Pierre le sache. La dernière lettre était datée du 15 août 1993, une semaine avant la mort de Monique, selon le faire-part. L'écriture était à peine lisible, les lettres errant sur la page comme si elles étaient écrites par quelqu'un dont la force s'évanouissait à chaque mot. Mon amour, ceci est ma dernière lettre. Je peux à peine tenir le stylo. Tu m'as donné le monde en 8 mètres. Chaque kilomètre était une aventure parce que tu conduisais. Nos enfants sont forts. Ils s'en sortiront. C'est pour toi que je m'inquiète. Tu aimes trop profondément. C'est pour ça que je t'ai aimé. Quand je serai parti, laisse ce camping-car partir. Il mérite de porter de nouvelles histoires. Tu mérites de te créer de nouveaux souvenirs. Ne laisse pas le chagrin te tuer comme il me tue. Je t'attendrai de l'autre côté. Mais ne te presse pas. Vis d'abord. Merci pour 24 ans. Merci pour Thomas et Lisa. Merci de m'avoir aimé quand j'étais chauve et brisé. Tu es mon pour toujours. Monique. Chloé plia la lettre avec précaution, sa vision brouillée. Ce n'était pas ses souvenirs, pas son chagrin, mais le poids de l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre lui oppressait la poitrine jusqu'à ce que respirer fasse mal. Michel avait porté ces lettres pendant des mois après la mort de Monique, lisant ces mots, sentant sa présence dans l'encre et le papier. Puis il les avait cachés ici, incapable de les garder près de lui, mais incapable de les laisser partir. Elle comprenait cette impulsion. L'enveloppe de Valérie était toujours dans le camping-car, l'humait sans réponse. Certaines vérités étaient plus faciles à tenir à distance. Manon était restée silencieuse pendant la lecture, son jeune visage sérieux. La maman aimait vraiment le papa. Oui, c'est vrai. Comme tu aimes Papy Roberto. La question prit Chloé au dépourvu. Elle pensa à son père, à l'enchevêtrement compliqué d'amour, d'attente et de déception qui avait défini leur relation. À la façon dont elle avait fui son lit d'hôpital, trop honteuse de ses échecs pour lui faire face. À la façon dont il était mort en se demandant s'il l'avait déçu, alors qu'en réalité, c'était elle qui l'avait déçu. Oui, mon cœur. Comme ça. Jean-Pierre se racla la gorge, donnant à Chloé le temps de se ressaisir. Ce sont des trésors, Chloé. Des vrais. Pas le genre qu'on vend. Le genre qu'on honore. Je sais. Chloé replaça les lettres dans la boîte en bois avec la bague de Monique, les arrangeant avec soin. Michel voulait que celui qui trouverait ceci finisse ce qu'il avait commencé. Qu'il redonne vie à cet endroit. Vous comptez le faire? La question flotta dans l'air provençal. Chloé regarda autour de l'intérieur dépouillé du camping-car, les taches d'eau, la pourriture et les décennies d'abandon. Regarda Manon, qui examinait la boîte en bois sculptée avec des doigts respectueux. Regarda sa propre main bandée, les callosités qui la marquaient comme quelqu'un qui construisait des choses, réparait des choses, rendait les choses entières. Je ne sais rien faire d'autre.